Le 8 mai 1882, 8 heures. Petier Beherech ouvrit les portes du magasin qu'il possédait dans la banlieue de Buenos Aires. Ses quelques employés arrivaient les uns après les autres. Ce magasin, c'était sa dernière initiative. Il lui permettait d'écouler au détail les marchandises qu'il faisait venir de France, et notamment de son pays natal, la Soule. Il l'avait quitté il y a presque 30 ans, et il se souvenait de tous ces bons moments passés à Bayonne. « 20h30, l'heure de fermeture du magasin. Petier décida brusquement de rentrer chez lui, au Pays Basque, de plier bagages et de repartir avec le bateau des migrants. À 48 ans, il redevenait l'aventurier qu'il était 30 ans plus tôt. Il rêvait de retrouver sa famille du Pays Basque. Coiffé de son béret, l'homme aux yeux bleus, aux cheveux bruns et à la barbe fournie, embarqua sur le 3-mâts barque pour 1000 pesos. Un soir, après 2 mois et demi de voyage, il dînait pour la énième fois un repas infect. Il était à l'agonie. Il alla dans la cale du bateau, s'endormit et rêva. Le bateau naviguait au large des côtes de Biarritz quand, soudain, une baleine surgit, percuta le bateau, le coupa en deux et avala Petier. Il perdit connaissance et quand il se réveilla, il sentit une sensation étrange. Il était collant, dans un endroit humide où il pouvait à peine respirer. Une forte odeur de poisson mort imprégnait les lieux. Quand Petier ouvrit les yeux, il s'aperçut qu'il était dans un gigantesque estomac. Il visita tous les recoins de cet endroit pour en trouver la sortie. Il crut voir un diable de pastoral et des centaines de migrants basques semblables à ce qu'il était 30 ans plus tôt. Effrayé, il tomba dans un tas de graisse. Tout à coup, quelque chose le poussa. Il sentit enfin l'air frais. La baleine était remontée à la surface, avait respiré et l'avait éjecté par son évent. Il croyait voler, mais d'un coup, bing! Notre héros atterrit sur un sol dur. C'était un bateau de guerre. Le capitaine ordonnait à ses compagnons de charger les canons de poudre. « Qui es-tu ? Que fais-tu là ?» C'était l'amiral Bergeret, qui n'existait plus depuis bien longtemps. Petier était dans le bateau d'un mort. Le corsaire menait un dur combat contre des navires britanniques. Petier resta bouche bée. « Je cherche à rentrer à Bayonne », répondit Petier après s'être présenté. « C'est notre route, allons-y. »« C'est gentil. Et qui êtes-vous » osa demander Petier, qui n'y comprenait plus rien. « Je n'ai pas le temps de parler, j'ai une bataille gagnée, moi. Partez avec ces 2 hommes. » Petier était interloqué. Il embarqua dans une barque en bois et voyagea pendant plusieurs heures jusqu'à destination. Il descendit du bateau et se réjouit. Enfin, après tant d'années, il était revenu au pays. Il accosta devant un chantier naval. Petier se mit à marcher. Il contemplait les quais. Des ouvriers isolaient les bateaux chalants avec le béton végétal et les toupes. Un vieux pêcheur qui tenait d'une main une canne à pêche et de l'autre une pipe voguait sur le fleuve. Retrouver ces scènes si familières lui fit chaud au cœur. Et il fut encore plus heureux lorsqu'il aperçut face à la Dour le grand hôpital militaire qui se dressait fièrement derrière un si grand mur qui ceinturait la ville. Il était si content qu'il oublia l'étrange diable qu'il avait vu dans le ventre de la baleine et sa drôle de rencontre avec le fantôme d'un corsaire. Petier avait envie de rentrer chez lui, dans la maison où sa famille avait l'habitude de vivre lors de ses jours à Bayonne. Il contourna l'hôpital militaire et rencontra plusieurs familles énervées. Une vieille dame râlait à haute voix. Elle se plaignait d'un monstre, au service du maire et qui ravageait les maisons du quartier du Petit Bayonne. C'était très bizarre. Petier arriva devant la maison aux fenêtres à meneaux. Il toqua à la porte, mais personne ne répondit. Il entra. Par chance,
La porte s'était ouverte, mais la maison était dévastée. Une lumière rouge apparut. Et il vit, encore une fois, le diable. Il était rouge, avec des cornes et une barbe. Il avait 2 bottes rouges à bout pointu et une fourche de feu venue des enfers. L'être maléfique lui jeta un regard et lui dit « Bonjour, Pétier, cette maison m'appartient à présent, et ce quartier aussi. C'est dangereux. Tu croyais retrouver le baillon que tu avais quitté, mais c'est moi le maître maintenant. Peut-être que tes parents seront dans un cercueil si tu ne m'accueillis pas. » Le diable sauta par la fenêtre et s'enfuit, laissant derrière lui une traînée de poudre rouge. La créature des enfers prit un chemin étroit, puis disparut. Pétier sortit alors de sa maison. En marchant, il rencontra un homme d'un certain âge, avec une veste à épaulettes, couverte de médailles, sifflet de marin autour du cou et une épée d'apparat dans sa main. C'était l'amiral Bergeret. C'était la 2e fois qu'il croisait son fantôme. Peut-être voudrait-il l'aider encore une fois ? Pétier lui demanda s'il avait vu ses parents, et il lui répondit qu'ils étaient passés par la rue des Tonneliers. Une fois arrivé dans cette rue, il fut surpris de voir de nombreuses personnes pleurer, car un monstre constitué d'une coque de bateau et dont les bras et jambes étaient composés de rames dévorait la population. Pétier courut vers le monstre. Il avait vu un enfant au sol. Il se pencha pour le sauver, mais reçut un coup de rame. La bête était bien plus puissante que l'aventurier. Pétier toucha le sol si violemment qu'il tomba inconscient. Quelques heures plus tard, Pétier se réveilla, déboussolé, sur la pelouse du cloître de la cathédrale. Il était complètement sonné. Il avait très mal à la tête. Il se leva et se dirigea vers l'intérieur de la cathédrale. Il croisa de nombreux ouvriers qui s'affairaient. Il entendit des bribes de leurs paroles. Monstre, mer, diable, trio infernal. Puis, il en bouscula un, s'excusa et lui demanda quelques renseignements sur la ville. Le monstre dévore les habitants et détruit la ville. Nous réparons les dégâts à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Ils furent tout à coup interrompus par un ouvrier qui lança à l'assemblée. Hé, j'ai trouvé un parchemin signé de l'amiral Bergeret. Affolé, Pétier lui demanda de le lire. Je lis juste ces mots. Argentin, sauveur, clé, tour romaine. Pétier avait compris le sens du message. « En route !» se dit-il. « La tour romaine est la clé !» Mais dès qu'il fut hors de la cathédrale, la voix du diable souffla à ses oreilles. « Quiconque osera pénétrer mon domaine subira ma colère des ténèbres. Celui qui voudra me défier, qu'il vienne, je l'attends avec impatience. » Alors, Pétier courut vers la tour romaine, s'avança jusqu'à la porte, monta les marches et arriva à son sommet. Il y avait des ombres, celles d'un monstre et d'un être humain en cage. Pétier observait la scène, caché derrière un grand tonneau. « Je t'attendais. » entendit-il tout à coup. « Suis-moi. » chuchota la voix, pour sa plus grande surprise. L'homme de la cage se dressait devant lui. Seule son ombre restait emprisonnée. C'était le corsaire Sui Garaichipi, qui l'éclairait de sa lumière de fantôme. « Encore un mort !» s'écria Pétier. Mais cette fois, il ne fut pas étonné, car il en avait déjà vu un autre. À ce moment, Sui Garaichipi se transforma en un étrange nuage de fumée blanche, à l'intérieur duquel était écrit un message codé. Pétier essaya de le décoder. Il était écrit « Rejoins-moi au rempart près du pont-levis. » D'une allure décidée, il quitta la cachette du monstre et prit le chemin des remparts. Arrivé au pont-levis, il se retrouva nez à nez avec une belle femme aux cheveux très longs qui lui demanda « Comment es-tu arrivé là? Que fais-tu et d'où viens-tu » Je viens d'Argentine, de Buenos Aires, et je suis revenu voir mon pays natal et mes parents. Je me promenais dans la rue et d'un coup, un monstre m'a donné un coup de rame et je suis tombé inconscient. La belle femme était en réalité une Lamina et riait au plus profond d'elle, car elle connaissait toute l'histoire de Pétier. L'aventurier, qui commençait à tomber sous le charme de la sorcière, voulait lui faire bonne impression. « J'ai quel âge d'après toi » lui demanda la dame aux longs cheveux. Pétier n'eut pas le temps de lui répondre.
car le diable fit son apparition et prit la main de la Lamina. Notre héros comprit tout quand il aperçut, sortant de la longue jupe de la jeune beauté, des pieds palmés. « Une Lamina, la femme du démon !» Vif comme l'éclair, Pétier se jeta sur la Lamina et la captura. La séductrice, trop occupée à lui faire ses beaux yeux, ne s'était pas méfiée de l'émigré et s'était laissée piéger. Le diable fut soudain fou de rage et fonça vers Pétier. Notre héros l'esquiva juste à temps. Il proposa un marché au démon. « Libère mes parents, cesse de saccager la ville et je relâcherai la Lamina. » Alors le diable devint 10 fois plus rouge. On aurait dit une braise. Sa taille avait triplé de volume. Puis Pétier vit qu'à la place du diable, il y avait le maire. Puis le diable, puis le maire à nouveau. Des images du monstre et du maire se mirent en cercle autour de lui. Mais rien ne se passa comme prévu pour les méchants. Une lumière blanche les éblouit et vint brusquement sauver Pétier. C'était Suigarai-Chipi. « Sauvez !» pensa Pétier. Celui-ci l'approcha et lui dit : J'ai un secret à vous révéler. Je sais comment vaincre le diable et le monstre. La clé de tes problèmes est l'âge de la Lamina. Le corsaire saisit la main de l'intrigante, l'enleva et l'emmena avec Pétier dans le château vieux, à l'abri du monstre et du diable. Tout va bien ? Demanda Suigarai-Chipi à notre héros. « Oui, il faut que je devine l'âge de la Lamina. » Tu as tout compris. Je te laisse te débrouiller. J'ai une dernière chose à faire. À peine eut-il dit ces quelques mots que Suigarai-Chipi avait disparu dans les airs. La Lamina était apeurée. Pétier la regarda fixement. D'un coup, il sortit de sa sacoche une paille à mater en argent d'Uruguay. La Lamina, piégée, s'écria : Ça alors ? Je vis depuis 350 ans et je n'ai jamais vu ça. Tu as 350 ans. Bravo ! Maintenant que tu le sais, tu peux poser 3 questions. Voici la première. Comment sauver la ville, mes parents et moi ? Il faut détruire le monstre. Si tu y arrives, tu vaincras le diable et le maire redeviendra bon. Merci. Deuxième question. Comment vaincre le monstre ? Il faut que l'eau, le feu et le métal le touchent en même temps, ou espacé de 10 secondes au plus. D'accord. Dernière question. Où sont mes parents ? Ça, je ne sais pas. Pétier était triste. Il ne savait pas où étaient ses parents. Pendant ce temps, Suigarai-Chipi, déguisé en Lamina, tendit un piège au diable. Il le conduisit dans un hôtel, lui proposa un verre d'eau. Le diable devint alors aussi rouge qu'un piment d'Espelette et lui cria : Non, non, arrête s'il te plaît, j'ai peur de l'eau. Puis, comme il faisait très froid, la fausse Lamina fit une bonne flambée dans la cheminée et montra au diable le lit où il devait dormir. Quand le diable s'y coucha, il commença à devenir tout bleu, car celui-ci était en métal. L'eau, le métal et le fer réunis l'affaiblirent, comme s'en doutait Suigarai-Chipi, mais il ignorait que c'étaient également les points faibles du monstre. Alors, le diable, sans s'en rendre compte, dévoila tous ses secrets au corsaire trompeur, qui quitta les lieux dès qu'il eut tous les renseignements qu'il voulait. Il retourna auprès de Pétier, au château vieux. « Tout va bien ?» demanda une nouvelle fois Suigarai-Chipi à notre héros. « Tout va bien, je sais comment libérer la ville !» répondit-il en chuchotant à Suigarai-Chipi. Mon plan, c'est d'attirer le monstre dans la Nive ou dans la Dour, de lui lancer un boulet de canon et des flèches de feu. Maintenant, je retourne à la tour. Préparez-vous à l'attaque avec l'amiral Bergeret. Aussitôt dit, aussitôt fait. Pétier retourna à la tour romaine. Il s'avança jusqu'à la porte de la tour en se faisant passer pour un pauvre qui demandait l'aumône. « Il y a quelqu'un ? Je viens d'une contrée lointaine. J'ai besoin d'un logement, car je suis pauvre. » La porte s'ouvrit sans qu'il eût besoin de la forcer. Il pénétra dans la tour après avoir assommé le gardien qui l'avait fait entrer. Le monstre ronflait. Il le réveilla. « Tu ne m'attraperas pas !» cria Pétier à l'affreux habitant de la tour. Le monstre lui courut après. L'énorme créature cassa le mur et poursuivit Pétier jusqu'à la Dour. Pétier sauta dans une barque et prit le large. Pendant ce temps, l'amiral Bergeret courut en direction de sa corvette Victoire pour suivre le monstre.
Suigaraichipi, lui, se plaça sur la Dour pour piéger le monstre à l'intersection des deux fleuves. Pendant que l'amiral dirigeait le bateau, Pétier préparait des flèches enflammées. En ville, certains habitants avaient entendu la rumeur du grand combat qui s'annonçait. Et les tonneliers, pour l'occasion, firent flamber de grands feux dans leur atelier qui illuminaient la voûte des arcades. Les rues, d'habitude si vivantes et bruyantes, se figèrent dans un silence lourd d'attente. Quant au monstre, lui aussi, il sauta à l'eau avec le diable mère sur le dos et suivit Pétier. Celui-ci leva un bras. C'était le signal. L'amiral Bergeret d'un côté et Suigaraichipi de l'autre ajustèrent leurs canons et tirèrent leurs boulets en métal. Boum! Le monstre touché en pleine coque éclata. Pétier lançait sans relâche ses flèches de feu. Les flammes faisaient leur œuvre et dévoraient les restes du monstre qui coula dans les profondeurs du fleuve, entraînant dans sa chute le diable qui, grâce à l'action conjuguée de l'eau, du métal et du feu, était devenu aussi petit qu'un ver de terre. Un poisson qui passait par là en fit son déjeuner. Quelques instants plus tard, un grand soleil brillant fit son apparition et illumina toute la ville. L'ensorcellement du maire et de la ville avait disparu. À la surface, hommes, femmes, enfants et même nouveau-nés nageaient jusqu'au rivage. L'explosion les avait libérés. Pétier en aida certains. De son côté, le maire, déboussolé, reprit ses esprits. Pétier lui raconta toute l'histoire. « Je te remercie d'avoir brisé la malédiction, » lui répondit-il. « Désormais, je vais reprendre la ville en mer et entreprendre de grands travaux pour l'embellir. » Et il ordonna à des ouvriers de reconstruire des logements, le cloître, la cathédrale, les remparts. Pétier était content. Mais il lui restait une mission à accomplir. Ses parents. Il demanda une dernière chose à Suigaraichipi et à l'amiral Bergeret. C'était de les retrouver. Alors Suigaraichipi intervint. « Pendant que tu étais avec la Lamina, j'ai mis le diable à l'épreuve. Je n'étais pas sûr que cela marcherait, mais j'ai réussi. J'ai appris où se trouvaient tes parents. Ils sont enfermés dans une des 6 allégories qui surplombent la ville de Bayonne, sur la façade du nouvel hôtel de ville. » Pétier leva les yeux au ciel et vit un grand oiseau se poser sur une des statues au sommet de l'édifice de la place de la Liberté. Pétier entra dans l'hôtel de ville, monta les escaliers et se hissa sur le toit. Il entendit des bruits provenant des statues. Il les ouvrit et vit ses parents. Il s'avança vers eux pour les embrasser et, soudain, il y eut un gros boum. Pétier se réveilla en sursaut. Il regarda autour de lui et reconnut l'univers familier de sa cabine à bord du bateau qui le ramenait à Bayonne. Ouf, tout cela n'était qu'un rêve. Ou plutôt, un cauchemar, pensa-t-il. Le bateau venait d'accoster au port de Bayonne et tous les passagers étaient priés de descendre. Enfin de retour! Et pour de bon, cette fois-ci. En route! Dit-il.